Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'importance de l'enseignement des sciences et technologies comme matière de création et de compétitivité, c'est le sujet au centre de l'émission Débat Éducation. Comme vous le savez, l'émission Débat Éducation est en 3 rubriques. Débat thématique avec un invité, Actu Éducation et Agenda Éducation. Nous nous retrouvons dans le débat thématique dans un instant après ce jingle. Nous sommes dans le débat thématique avec un invité. L'invité dont il est question au cours de cette émission n'est pas sur le plateau. Nous l'avons reçu dans son environnement de travail avec ses élèves. C'est un Togolais. Il a créé l'école scientifique et technologique panafricaine. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que les élèves y apprennent? Eh bien, nous le saurons dans un instant. Mais retenez que dans cette école créée par M. Afanou, Togolais bien entendu, on met tout en œuvre pour rendre l'école en harmonie avec les besoins des élèves. Suivez un avant-goût de ce que les élèves apprennent dans cette école innovante. Un décollage d'hélicoptère, c'est quelque chose qui est relativement très simple en fait. Donc il n'y a que ces pales, vous avez 4 pales ici dans leur aspiration en fait, crée une dépression et donc il fait qu'à un moment donné, l'appareil est obligé en fait de quitter le sol. Je prends l'exemple de Yuri Alexeyevich Gagarin, le fameux cosmonaute russe que tout le monde connaît en fait. Yuri Gagarin avait décidé à 9 ans de devenir pilote d'avion. 9 ans parce que son maître de CM2 montait des maquettes d'hélicoptères devant lui. L'enfant de 9 ans était hébété et il a choisi de devenir pilote d'avion. Tout le monde connaît sa carrière. Il était devenu mécanicien d'avion, pilote d'avion et cosmonaute russe en fait. Donc vous devez mettre les élèves devant la réalisation très tôt en fait. Il ne faut pas rester dans l'imagination, mais il faut qu'ils voient, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils matérialisent. C'est ça qui permet à l'élève d'avoir une intuition, d'avoir une innovation, d'avoir un rêve et de se projeter dans l'avenir. Mettre à la disposition des élèves et des enseignants le matériel pédagogique dont ils ont besoin pour toucher, pour manipuler, pour faire des montages, fabriquer ce dont on a besoin, eh bien, c'est le principe de cette école des sciences et technologies. Monsieur Afanou de OPEM nous explique pourquoi les élèves sont quelquefois ennuyés à l'école et même à la maison. Quand on rentre dans OPEM, ce qu'on trouve, c'est ce laboratoire. C'est cet environnement d'enseignement des sciences. On n'enseigne pas des sciences entre 4 murs, des élèves, un enseignant et un tableau noir. Vous voyez l'environnement dans lequel nous sommes. La science doit être ramenée à l'évidence, c'est-à-dire le matériel scientifique doit être à portée de main. Pour que quand je parle, j'explique un cours et que l'enfant ne comprend pas, je prends le matériel et je fais les démonstrations directement. Le cours de science que vous prenez un tout petit peu en France, en Belgique, aux États-Unis ou ailleurs en Chine, les cours de science se donnent dans un laboratoire. On ne donne pas un cours de science dans 4 murs en fait. Donc vous voyez l'environnement dans lequel nous donnons le cours et c'est très important. C'est très important. Il faut avoir le matériel, tout ce qui est important pour la transformation des principes physico-mathématiques en réalité. Il faut l'avoir à portée de main dans la salle de classe, dans le laboratoire. Parce que si vous l'avez loin, bon, on reporte toujours, et donc l'enfant ne comprend pas. Ce que l'enfant n'a pas compris, il faut lui montrer ça concrètement. Il faut qu'il manipule. Et ça, un cours de science se donne dans le laboratoire. Et les profs n'hésitent pas en fait à switcher de la théorie vers la pratique et à ramener les élèves eux-mêmes en groupe à commencer à manipuler. On est ici dans les sciences et on ne veut pas rester dans un enseignement cyclique ou dans un enseignement superficiel de la science. Mais on est en profondeur de l'enseignement scientifique. L'enfant doit comprendre, il doit comprendre jusqu'au rudiment en fait, de la science. Le but, ce n'est pas de comprendre, mais c'est de pouvoir utiliser le savoir pour améliorer, pour changer, pour développer, pour créer en fait. Et ça, ce n'est que dans un enseignement pratique. English people say learning by doing. Ce n'est que l'apprentissage en manipulant, en réalisant, en fabriquant, qui permet en fait à l'enfant d'intégrer des compétences réelles scientifiques.
À OPEM, l'école des sciences et technologies, une fille en classe de 6e a pu monter un circuit électrique, alors que dans la plupart de nos écoles, eh bien, tout est dessiné sur les tableaux. Et donc, nous allons suivre ce que cette fille-là a présenté. Je vais vous parler du montage de 2 ampoules en série. Montage. On utilise ce montage pour faire les guirlandes. Pour faire le montage, j'ai besoin du générateur qui a 2 bornes, la borne positive et la borne négative. J'ai besoin des 2 lampes que je vais placer en série. J'ai besoin des fils conducteurs et des pinces crocodiles. J'ai besoin d'interrupteurs. Maintenant, je vais faire le schéma de 2 ampoules en série. Après, je dessine la première lampe. Après, la deuxième lampe. Voilà le circuit de 2 ampoules en série. Je vais faire le sens du courant. Si je ferme l'interrupteur, le courant sort de la borne positive du générateur et va à l'interrupteur. Après ça, quitte l'interrupteur et va à la première lampe. Après ça, sort de la première lampe et va à la deuxième lampe. À la sortie de la deuxième lampe, ça retourne au générateur de la borne négative. Maintenant, je vais passer à la pratique. Je quitte la première lampe, je vais à la deuxième lampe. Je vois que les lampes s'allument. Quand j'enlève une, l'autre s'éteint. Et c'est normal parce que si j'enlève une lampe, c'est comme si j'ai ouvert le circuit. Donc la deuxième lampe ne va pas s'allumer. En suivant la démonstration faite par cet élève, vous convenez avec moi qu'il est possible de ramener la science à l'évidence. Mais cela ne peut être possible que si les enseignants et les élèves sont formés et équipés. C'est ce que nous démontre notre invité. Dans le concept de ramener la science à l'évidence, j'ai fabriqué ceci par exemple qui est un kit d'électrolyse de l'eau et qui permet en fait de faire la synthèse, de décomposer de l'eau en oxygène et en hydrogène. Ce matériel, je suis désolé, mais on n'a pas besoin d'acheter ça à Paris ou à Bruxelles. Mais ceci doit être fabriqué partout en Afrique. Ceci doit pouvoir être fabriqué, ce n'est pas compliqué en fait. Les enseignants doivent pouvoir fabriquer ça et ramener en fait la science à l'évidence. Et donc ici, nous avons toute une série de réactifs chimiques, du sulfate de cuivre, des acides, des bases, des sels. Donc on a toute une série de produits ici que nous utilisons à la fois pour la formation des enseignants et pour le développement même des élèves. Je montre par exemple ce petit matériel par exemple qui a été fabriqué par des enseignants quand ils étaient venus en formation l'année passée. Avec ceci, vous pouvez faire facilement une dizaine de laboratoires. C'est des profs qui ont fabriqué ceci eux-mêmes. Donc résistance, série parallèle, mesure des résistances par les codes couleurs. Donc toutes les mesures qu'on peut faire sur une résistance en fait peut se faire ici. Combinaison des résistances, la loi d'Ohm, la loi de Pouillet, toute une série de laboratoires, une dizaine peut se faire rien qu'avec cette plante. Et ce sont les profs même qui ont réalisé ça quand ils sont venus en fait en formation. C'est très important. Nous ne pouvons pas attendre que le matériel vienne de l'extérieur, mais nous devons fabriquer le matériel en fait nous-mêmes. Donc ici, vous avez une maquette en fait qui a été réalisée par des élèves. Okay, ce sont des élèves qui ont réalisé, les élèves de la 6e qui ont réalisé donc cette maquette, voilà, donc pour allumer des LED. Donc en 6e, hein, on est en 6e sciences et technologies. Donc ça c'est le premier projet qu'ils ont réalisé. Voilà, l'élève a cette fierté d'avoir produit du travail et c'est ça en fait qui est important dans le développement de la personne. Je suis capable de, c'est ce que nous devons
chercher tout le temps. L'élève doit dire je suis capable de faire ça. Ça donne une gaieté, une satisfaction. Voilà. De passage, je peux vous dire que moi, je n'ai allumé mon premier LED qu'en première année d'université. Voilà. Donc j'ai des élèves de la 6e sciences et technologies qui allument une LED protégée par une résistance et qui connaissent le fonctionnement d'une LED. On ne va pas tracer la caractéristique d'une LED, mais ils savent comment mettre en place une LED en série, en parallèle, dans un circuit. C'est très très important. Donc nous avons tous le matériel que nous avons ici, c'est du matériel qui vient soit de Bruxelles ou de Paris. Donc nous avons ici de la verrerie, nous avons des verres à pied, nous avons des thermomètres. Donc tout ce que nous faisons, les élèves le voient. Nous avons des ballons. Donc tout ceci se fait dans des laboratoires, suffisamment de la. Nous avons également des tubes à essai. Vous avez ici, nous avons des béchères, des béchères que nous utilisons en pratique. Nous avons des tubes à essai et les agitateurs qui sont utilisés surtout par les profs quand ils sont venus quand ils viennent en formation. Certaines écoles viennent acheter du matériel chez nous. Donc voilà, les élèves sont en train de fabriquer une voiture. Ok, donc voilà, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Donc une première voiture que les élèves sont en train de fabriquer. Et en 5e, nous allons motoriser cette voiture. Ok, on va mettre les moteurs dessus. Et le conseil, c'est de pouvoir fabriquer. C'est de pouvoir fabriquer. Et ceci, c'est pas étonnant parce que si vous voyez des jeunes autour de vous de 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils ont l'habitude de fabriquer. Donc nous devons ramener ces capacités, cette ingéniosité des jeunes africains, des enfants africains à l'école et d'ajouter les formules, le dessin, le choix des matériaux, la modélisation et nous avons la fabrication. C'est ça la technologie africaine en fait, c'est ça que nous avons besoin. Comment M. Afanou est arrivé à créer la différence avec des méthodes d'enseignement des sciences au collège et au lycée? Pour le savoir, allons à la découverte de son parcours scolaire et professionnel, d'où est parti le déclic de créer cette école innovante. Il faut dire que j'ai fait une partie de mes études au Togo. J'ai eu un BEPC, j'ai eu un bac E à Dido Gomé et j'ai commencé un parcours physique-chimie à l'université du Bénin. Et le système d'éducation me posait des problèmes en fait par rapport à l'éducation que j'ai eue pendant 3 ans au lycée technique. Donc l'enseignement que j'ai commencé à faire sur le campus n'était pas en harmonie avec ce que j'ai fait au lycée. Ce qui fait que je suis parti à Bruxelles où j'ai préparé diplôme d'ingénieur en électromécanique et puis j'ai fait par la suite une agrégation en sciences de l'éducation. Donc voilà en gros mon parcours. Donc je suis ingénieur en électromécanique, ingénieur concepteur et puis j'ai une agrégation en sciences de l'éducation et depuis 13 ans je fais de la recherche sur l'école et le développement et je fais de l'expertise pour l'UNESCO et pour l'Union africaine en matière de qualité d'enseignement des sciences en Afrique. Selon notre invité, notre système éducatif ne nous permet pas d'orienter notre pensée vers nos besoins. Et il a été clair, il a porté un regard critique et analytique sur nos programmes, sur les méthodes d'enseignement et il est arrivé à la conclusion que si nous continuons d'enseigner de la même manière, dans les mêmes conditions, on aura les mêmes résultats. Eh bien, si nous voulons être aussi innovants que les Américains, aussi innovants que les Asiatiques et quelques Européens, eh bien, nous devons changer notre méthode d'enseignement. Monsieur Afanou nous explique réellement ce qu'il veut dire par là. OPEM, il faut savoir que c'est le résultat de 17 années de recherche. Je ne me suis pas levé un matin pour créer une école, mais c'est 17 années que j'ai mis à revisiter les écoles, à reçu des cours, à analyser en fait ce qui a conduit les pays européens en fait jusqu'à la révolution industrielle. Et ce qui fait que l'Afrique est dans cette situation. Ça, c'est une question en fait qui me frappe. Si vous voyez tous les 5 continents, l'Afrique est le continent le moins développé et qui n'est pas prêt d'être développé demain. Donc, quelle est la cause? On a tellement de minerais, mais nous avons le taux de chômage très élevé et donc l'analyse que j'ai faite pendant 17 ans, c'est que notre système éducatif ne nous permet pas d'orienter notre pensée vers les besoins.
de notre population. C'est ça, en fait, l'objectif fondamental de l'école. L'école, c'est un outil de recherche de solutions des problèmes que nous rencontrons. On ne va pas à l'école pour trouver du travail. Trouver du travail, ce n'est qu'un problème. Ce n'est qu'un seul problème. Mais on va à l'école pour se donner des compétences, pour se développer et pour trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre dans la société. Et si l'école n'est pas taillée pour vous donner ces compétences, et donc là, on est dans la situation que nous vivons actuellement avec l'Afrique. Regardez un peu autour de vous notre mode de vie, en fait. Regardez, prenez un maçon. Regardez comment est-ce qu'un maçon s'efforce pour pouvoir transformer 10 paquets de ciment en briques à longueur de journée, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de le faire plus simplement? Ça fait des années que le maçon fait ses briques de la même façon, en fait. Mais on ne sait pas. On ne s'est jamais posé la question de savoir, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon que le maçon travaille et qu'au lieu de 10 paquets par jour, qu'il fasse 1 tonne ou 2 tonnes par jour? Regardez le menuisier autour de vous, un menuisier qui s'active en fait à réaliser une garde-robe gigantesque, en fait, presque en une pièce, et qu'on a du mal à ramener dans la chambre à coucher, et surtout si ces chambres à coucher se trouvent à l'étage, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de réfléchir pour faire ces garde-robes en pièces détachées, et les ramener en haut et les assembler? Regardez autour de vous, l'outil que nous utilisons le plus pour cultiver le sol, c'est la houe. Cet outil date de plus de 200 ans, ça a été inventé par les Égyptiens. Plus de 70% des populations africaines sont actives dans l'agriculture. Est-ce qu'il n'est pas possible de trouver un autre outil plus simple et qui facilitera moins le corps humain et qui va augmenter la surface cultivable? Ça, ce ne sont que des questions interminables. Notre mode de vie n'est pas automatisé. Pour que notre mode de vie soit automatisé, il faut que l'école permette en fait un retour de l'esprit sur ses besoins, un retour de la pensée sur ses besoins quotidiens. Et c'est ça qui a créé la différence au niveau de l'école européenne, l'école américaine et puis l'école chinoise. Et en Afrique, on n'a pas ça. Donc ce qui fait que j'ai mis en place cette structure qui est donc un centre de développement des sciences par excellence où on ramène ici la science à l'évidence et on implémente le savoir pour que les jeunes qui sortiront d'ici, ils ne vont pas chercher du travail, mais ils vont créer du travail. Ici, on est dans un processus de création d'emplois. Comme il a si bien dit, eh bien, nous devons être capables de produire ce dont nous avons besoin. Dans son école, il a démontré un dispositif de chemin de fer où tout est mécanisé et automatisé. Le troisième projet ici, c'est une signalisation barrière. Vous avez plusieurs endroits dans ce pays où on a des chemins de fer qui traversent les voies, les routes en fait, et il faut mettre en place un système automatique pour que quand le train arrive, par exemple, à partir de 5 km ou peut-être même 10 km, il y a une barrière qui coupe la voie et empêche que les voitures ne traversent pas quand le train passe. Donc ici, vous avez une signalisation alternative en fait qui vous signale, en fait qui vous dit de faire attention, il y a un chemin de fer devant et quand le train arrive à un niveau, à un moment donné, donc je démarre ce moteur qui va donc abaisser une barrière pour pouvoir empêcher les voitures de circuler. Donc voilà, c'est un ensemble complet. Ces signalisations, nous devons pouvoir les mettre partout où il y a des chemins de fer qui traversent en fait les voies routières en fait. Et c'est très important parce que ceci doit se faire chez nous, par nous-mêmes. Parce que si vous allez de solliciter une entreprise chinoise, française ou américaine, je n'ai rien contre ceux-là, mais je dis le Togo d'abord pour moi. Donc, si vous sollicitez les entreprises étrangères pour venir vous installer ceci, mais quand ça tombe en panne, vous êtes obligé de les appeler. Et donc, nous restons dans cette dépendance qui n'est pas une création du savoir, qui n'est pas une appropriation de technologie. Nous devons approprier nos technologies. Nous devons créer en fait notre besoin. Et quand ça tombe en panne, nous sommes en mesure, nous avons ici des techniciens capables de pouvoir le réparer. Et c'est ça. Donc ceci, c'est un programme Arduino que nous injectons dans une carte et avec un transistor, nous faisons démarrer donc un moteur et il suffit donc d'un bras pour pouvoir fermer une route et libérer la route à partir du moment où le train est passé en fait. Avec des capteurs, nous avons une installation complètement opérationnelle. Ici, dans le laboratoire, nous allons voir certains projets
projet concret que les élèves réalisent ici. Ici, vous avez un feu tricolore. Un feu tricolore qui est piloté par une carte Arduino, en fait. Donc, ce feu tricolore, c'est vrai que ce sont des LED que nous allumons d'une façon alternative pour en faire des feux tricolores. Mais nous sortons ici avec un signal et que nous envoyons sur un relais et nous allumons une ampoule de 220 volts, typiquement comme ce que les feux tricolores que vous voyez en circulation. La certification OPEM dont je parlais précédemment, les élèves qui sortiront chez vous en 3e doivent pouvoir réaliser ceci. Pas à titre maquette, mais doivent pouvoir installer un feu tricolore et qui doit fonctionner convenablement. Et tous les 6 mois, ils passeront faire le checking, les mesures de résistance, de dispersion, donc les mesures électriques, les mesures d'isolement et s'assurer que le matériel fonctionne convenablement. Vous devez savoir que c'est ça le fondement du développement et c'est ça l'éducation civique. Parce que si vous-même vous installez un feu tricolore à un carrefour et quand vous prenez votre moto ou votre voiture et quand vous arrivez à ce feu tricolore et quand le feu passe au rouge, vous vous arrêtez. Parce que c'est vous qui l'avez mis en place. Vous savez pourquoi vous l'avez mis en place. Aujourd'hui, quand je circule à Lomé, je ne sais pas comment rouler parce que quand le feu passe au rouge, quand je m'arrête, des gens me dépassent. C'est parce qu'il leur semble que c'était une imposition en fait. Alors que le développement est endogène. En 3e, ils réalisent un feu tricolore complet. Ramener la science à l'évidence signifie qu'il faut ramener le matériel de manipulation à portée de main. C'est ce qui facilitera la compréhension, c'est ce qui facilitera l'appropriation, n'est-ce pas, des transferts de compétences par aussi bien les élèves que les enseignants. On retrouve notre invité, M. Afande. Pour allumer une ampoule, c'est quelque chose qu'on peut montrer dans toutes les écoles. Dans les écoles, dans les collèges, dans tout ce pays, on doit pouvoir allumer une ampoule. Mais on dit qu'on n'a pas de socket. On n'a pas de socket, voilà ce que nous avons fabriqué. Nous avons fabriqué 2 sockets que nous utilisons pour pouvoir allumer une ampoule. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller acheter du socket. Le concept OPEM, c'est que nous n'achetons que ce que nous ne pouvons pas fabriquer, du moins pour l'instant. Tout ce que nous pouvons fabriquer, nous le fabriquons. La verrerie, par exemple, pour l'instant, nous ne le fabriquons pas, donc nous l'achetons. Mais tout ce que nous pouvons fabriquer, quand je vois le principe, je dis, mais est-ce que je peux pas faire ça? Donc avec ça, est-ce que vous allez me dire qu'au Togo, on ne peut pas fabriquer ça? Ceci doit se retrouver dans chaque école. Et donc, on doit pouvoir monter des ampoules en série, en parallèle. Voilà, c'est des choses que nous avons fabriquées ici, le montage des moteurs également. Donc nous avons des résistances, nous utilisons souvent des plaques photobolt que les élèves utilisent. Voilà, nous avons nous avons même des loupes et nous avons des multimètres. La mesure est très importante. Donc ces élèves de 6e apprennent déjà à mesurer et vous avez des bobines qui sont les fondements de l'électromécanisme. Vous avez un interrupteur que j'ai fabriqué moi-même pour que les élèves voient ce qu'il y a à l'intérieur. On appuie sur le bouton, ça ferme, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que c'est comme ça? Ce n'est rien. Et ça, je peux le fabriquer partout. Donc, ils le voient, ils le voient. Donc, c'est quelque chose que j'ai fabriqué pour... Je ne veux pas que les élèves imaginent trop, mais il faut que la science doit être évidente, doit être concrète. Et c'est à partir de ce moment que, quand ils voient ça, ils disent, ah ouais, ça, monsieur, il l'a fait en aluminium, moi, je veux le faire en cuivre. Moi, je veux le faire en fer, moi, je veux le faire... donc, c'est ça, en fait. Donc, vous fermez un circuit, donc, c'est ça, c'est ce que vous faites, en fait. Voilà, c'est très important. La poussée d'Archimède, c'est un concept, en fait, qu'on explique beaucoup, mais que les élèves ne savent pas exactement ce que c'est. Donc, le principe est très simple. Donc nous remplissons ce réservoir de l'eau jusqu'à ce que l'eau commence à déborder ici et nous mettons n'importe quelle masse, donc une masse que nous accrochons au dynamomètre. Vous savez le dynamomètre, hein, entre la différence entre la mesure du poids et de la masse. Hein. Ici on mesure le poids, la balance nous permet de mesurer la masse. Donc on accroche le dynamomètre et le poids en descendant dans de l'eau chasse donc une quantité de liquide. Et cette quantité de liquide nous le recueillons ici, dans ce verre à pied. Et comme le verre à pied est gradué, nous connaissons le volume de l'eau qui est sorti ici. Une première chose, le volume que nous lisons ici, c'est le volume du poids immergé. Et la masse de l'eau que nous avons ici est égale à la force de la poussée d'Archimède qui s'exerce en fait sur le corps qui est immergé. C'est très simple. Donc, alors que si ça reste en fait dans l'imagination théorique, l'enfant ne sait pas, ne voit pas ce que vous appelez un dynamomètre. C'est quoi un dynamomètre? Comment ça se présente en fait? Et quand vous parlez de poids apparent et de poids réel, il ne voit pas ce que c'est. Alors que s'il mesure le poids à l'extérieur, vous lui dites que ça, ce que tu as à l'extérieur, en dehors de l'eau, c'est le poids réel. Il le ramène dans l'eau. Et la valeur que tu lis quand le corps est dans l'eau, c'est le poids apparent. Voilà la différence que nous avons. La science devient évidente.
Voilà, la science doit rester évidente, comme elle est à l'évidence en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis. La science doit être évidente en Afrique également. C'est ce que la Chine a fait pour devenir une puissance incontournable. Voilà, c'est l'enseignement qualitatif qui a conduit la Chine au développement. Ce n'est pas le développement qui a conduit la Chine en fait à un enseignement qualitatif des sciences. C'est pas ça. Quand vous voyez le classement de l'OCDE, le programme PISA, Programme of International Student Assessment, c'est un programme de l'OCDE qui permet de classifier les États en fonction de la qualité d'enseignement. Les pays qui occupent les 5 premières têtes, ce sont des pays asiatiques. Ce sont des pays asiatiques. Et ce n'est pas parce que il y a 15 ans, 10 ans, la Chine a mis en place un enseignement qualitatif des sciences, mais c'est parce que depuis plus de 50 ans, la Chine a mis en place un enseignement qualitatif des sciences qui a conduit à son développement. Et c'est ce développement en fait qui favorise encore l'enseignement qualitatif des sciences. Les élèves dans cette école de sciences et technologies ont-ils un programme différent des autres? Notre invité nous éclaire là-dessus. Il y a une nuance parce que nous sommes partis du programme officiel d'enseignement classique en fait. Voilà. Les élèves ici, ils ont 3 heures d'histoire-géo, ils ont 5 heures de français, ils ont 5 heures de mathématiques, ils ont un cours de CM et voilà. Mais sur ces cours, nous avons greffé des cours de développement des compétences. Les élèves, ils ont 3 heures de laboratoire. Quand je parle de laboratoire, je ne parle pas d'un enseignant qui réalise des manipulations devant les élèves, mais ce sont des élèves qui, dans leur blouse, réalisent eux-mêmes des manipulations. Ça, c'est très important. Les élèves, après 3 heures de cours de laboratoire, ils ont 2 heures d'informatique. Quand je parle d'informatique, je ne parle pas d'un prof qui copie des codes au tableau et que les élèves copient, mais ce sont des élèves qui développent des codes et qui créent des jeux eux-mêmes, que vous allez voir par la suite. Ils ont 2 heures de technologie. 2 heures de technologie, ce sont des cours pratiques que les élèves réalisent en fait. Et ces cours, en fait, ces 7 heures de cours leur permettent en fait d'un côté de comprendre beaucoup plus facilement la théorie, parce qu'ils manipulent en fait. Ils réalisent toutes les expériences en fait en physique, en chimie, même en mathématiques, en SVT, qui a un élève de leur niveau dans une autre école ne ferait pas et qui ne lui permettrait pas de bien comprendre le cours. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous fonctionnons ici avec la pédagogie de projet, c'est-à-dire dans tous les cours, que ce soit en histoire, en géographie, en sciences, les élèves sont appelés à réaliser des projets. Donc le cours n'est pas un cours saucissonné où on vient étudier pour avoir les points et réussir son année, mais on est dans le développement des compétences. Donc on assemble les savoirs pour pouvoir réaliser un projet en fait. C'est dans cela qu'on voit la capacité de l'élève en fait. À partir des petits projets, on a des moyens projets et on a des grands projets. Nous avons besoin de mettre en place des grands projets pour ce pays, pour l'Afrique. Mais si vous ne commencez pas à réaliser des petits projets, vous serez à l'université, on vous demandera un projet que vous n'arriverez pas à faire convenablement. Donc on est parti, comme je l'ai dit, d'un programme d'enseignement officiel dans lequel nous avons greffé donc un complément de développement des compétences et tout ça en harmonie en fait avec un agenda de service qui n'alourdit pas en fait le travail des élèves. Les élèves passeront 2 diplômes en 3e. Ils passeront un BEPC classique officiel, mais ils passeront ce que nous appelons la certification OPEM. La certification OPEM, c'est un projet qui est réalisé par l'élève et qui le défend devant un jury. Donc les parents seront là, il y aura un jury, l'élève réalise un projet réel en grandeur nature et il doit nous expliquer comment il a réalisé son projet, les calculs, les choix des matériaux, la programmation, le dessin. Et le programme doit vraiment fonctionner. Et c'est ça, en fait, qui donne une certification au PEP. Nous sommes orientés vers la réalisation. Au-delà de cela, les élèves, pour nous, qui arrivent en terminale, vont passer un BA, un baccalauréat africain, qui est un baccalauréat d'excellence, en fait. Nous voulons, ici, au Togo, en Afrique, créer les écoles que vous pouvez trouver, en fait, à Bard, à Oxford, un peu partout, à Paris, ailleurs. On peut développer ces compétences ici. Nous pouvons le faire. Nous devons ramener l'enseignement de qualité au centre du développement de la formation de la jeunesse. C'est à partir de là que nous allons éradiquer les taux de chômage, éradiquer le désir des jeunes à partir à l'extérieur pour refaire l'aventure. Tout est ici, en fait, dans nos pays. L'invité est remonté dans l'histoire pour démontrer que les grands savants tels que Lavoisier, Planck et autres enseignaient dans les laboratoires et leurs élèves étaient plus opérationnels. Eh bien, un exemple à suivre, nous dit notre invité.
regardez un tout petit peu la façon d'enseigner des grands savants comme Lavoisier, Planck, Laplace, Pierre-Marie Curie, Berthoud, James Watt. Mais tous ces savants ont enseigné des sciences dans le laboratoire et leur enseignement a conduit à la réalisation des projets. Ce sont tous des chimistes, ce sont des industriels, ce sont des fabricants en fait. Un professeur de sciences, c'est un fabricant. Vous ne pouvez pas coucher des cours littéraires sur le tableau et puis partir pour dire vous avez donné un cours de mathématiques, de physique, de chimie, ce n'est pas ça. Là, vous mettez les enfants en déroute. Qu'est-ce qui explique le taux élevé de chômage au Togo et dans plusieurs pays? Quelle est la part de l'éducation dans ce problème? Eh bien, notre invité a fait une analyse de la situation et nous dit clairement les vraies raisons qui font que, eh bien, notre système éducatif, à l'état actuel, ne peut produire que des chômeurs. Retrouvons M. Afana. Vous aviez vraiment souligné que les enfants finissent de fréquenter, ils restent sur le dos des parents. Je prends les statistiques, les dernières statistiques de la Banque mondiale. La Banque mondiale dit que l'Afrique a besoin de 2,5 millions d'ingénieurs. Ça, c'est des statistiques de la Banque mondiale. À OPEM, on se dit, quelles sont les compétences qu'auront ces ingénieurs? Voilà. Est-ce que ce sont des ingénieurs classiques, comme ce qu'on connaît jusque-là, qui sortent des écoles classiques, ou ce sont des ingénieurs qui sont capables, évidemment, de créer de l'emploi? Ça, c'est une première question. La même étude dit que plus de 30% des jeunes nantis d'un bac plus 3 sont au chômage. Et c'est ça, les élèves qui terminent les études et qui restent sur le dos de leurs parents. Donc en fait, le chômage ne frappe pas des gens qui n'ont pas été à l'école, mais des gens qui ont un bac plus 3 qui sont au chômage. Ça veut dire que l'école n'est pas adaptée avec le besoin de l'emploi. Voilà, ça c'est très important. C'est des domaines sur lesquels nous travaillons. Et donc ça, c'est difficile de mettre un enfant à l'école et qui sort une licence et puis après qui fait du zémijan ou qui fait du porte-à-porte pour vendre du téléphone portable. Ça, on n'a pas besoin de sortir licence ou licencié ou master pour pouvoir faire cela. Donc c'est très important d'orienter les élèves en fait. Ce qui fait que OPEM en fait c'est une école entreprise. En dehors de l'enseignement qualitatif des sciences que nous prenons ici, de la 6e jusqu'au diplôme d'ingénieur, nous allons même ouvrir une école primaire où nous ferons l'éveil scientifique pour préparer le terrain immédiatement. OPEM a plusieurs services. Nous travaillons sur l'orientation scolaire. Nous aidons les élèves dans un processus technique pour leur permettre en fait de faire un choix de leur cursus scolaire. C'est très important. Pour finir, l'invité lance un appel aux décideurs pour orienter la plupart des élèves vers les matières scientifiques et donc vers les filières scientifiques. En ce qui concerne les décideurs, je pense que c'est l'État qui a obligation de formation de la population. Parce que pour développer, il faut la ressource humaine. Si vous n'avez pas la ressource humaine, vous ne pouvez pas développer. Et la ressource humaine, ce ne sont pas les hommes et les femmes qui peuplent un pays, mais c'est ce que ces hommes et femmes, ils ont dans leur tête, ils ont dans la pensée. C'est la matière grise en fait. La matière grise ne se forme nulle part ailleurs qu'à l'école. Ça, c'est très important. Donc, les décideurs, ce que je demande, c'est qu'ils s'inspirent en fait de ce que nous faisons, parce que ce projet n'est pas un fruit du hasard, c'est 17 années de recherche et ça doit pouvoir servir. D'autres pays en utilisent fondamentalement et c'est dommage que le pays en fait où j'ai vu le jour ne puisse pas profiter suffisamment. Donc, voilà, je les appelle en fait à venir observer, à voir concrètement ce que nous faisons ici, afin de pouvoir l'étendre le plus que possible. Les jeunes Togolais et Africains sont très ingénieux, ils sont très talentueux, il faut ramener le savoir à leur niveau. Il faut adapter le savoir par rapport aux besoins africains. Donc il faut faire en sorte que l'enseignement, ce que nous faisons ici, ne soit pas limité au niveau de Lomé, mais que ça puisse voir le jour pour que dans ce pays, nous puissions sortir des cadres capables en fait de rivaliser avec tout ce qu'on voit à la NASA, un peu partout. C'est ceux qui fabriquent. Et nous, il n'y a pas de différence. La seule chose, c'est qu'ils ont su développer leur savoir, mais nous ne développons pas nos savoirs. C'est très important. C'est pas que nous n'avons pas le savoir, mais nous développons. Nous ne savons pas que c'est à partir du savoir qu'on doit pouvoir développer nos pays. En fait, c'est très important. Plus de 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Si vous prenez
je dirais, de l'avance, et que vous canalisez ces jeunes dans une bonne formation, dans une bonne éducation, vous créez de la ressource humaine, en fait, qui est la plus-value, qui permet, en fait, au pays de se développer. Donc, l'école est le fondement du développement. Et c'est très important pour que nous revoyions, en fait, notre méthode d'enseignement des sciences et que nous définissons à longue échéance, en fait, un avenir pour les jeunes. J'espère que vous avez retenu beaucoup de choses de notre invité, M. Afanou. Nous l'encourageons vivement à persévérer, à faire en sorte que cette innovation puisse toucher la plupart de nos écoles, collèges et lycées, afin que les enfants qui sortent du système soient des entrepreneurs capables de créer, capables de s'installer à leur propre compte pour entreprendre et transformer le milieu, comme le dit la réforme de 1975. Nous avons donc fini avec la rubrique débat thématique avec un invité. Je cède maintenant la place à ma collègue Dodo qui va nous présenter les deux dernières rubriques, Actu Éducation et Agenda Éducation. La coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a célébré la semaine mondiale d'action pour l'éducation pour tous. Retour sur l'événement qui a eu lieu à Notien. La coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, organisatrice de la semaine mondiale pour l'éducation pour tous, a fait dévoiler par le préfet de Gao la grande affiche de plaidoyer pour l'effectivité de l'éducation inclusive au Togo. Nous savons que le droit à l'éducation inclusive n'est pas encore une réalité chez nous. De nombreux enfants sont gardés à la maison. Peut-être par ignorance. Nous voulons, à travers cette affiche, contribuer à faire connaître ce droit au public. Cette année, nous voulons marquer l'événement de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation à travers cette affiche. Cette phase a été suivie dans la grande salle de l'ENI de Notien des panels et discours officiels. Les panélistes ont témoigné que le projet éducation inclusive piloté par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous dans Notien a opéré déjà des changements, un projet financé par BMZ Allemagne et CBM. Les enfants handicapés ont droit à aller à l'école. Si c'est que devient tout scolaire, n'a pas les blevis, nos vieux les blevis, les romains. Et tona ayi wagbo avant no bleviko mu yona sancha mama ofifi ayi le yo mama embe madakte na ma. Pour le niveau de mise en œuvre des 7 cibles de l'ODD 4, l'examen volontaire national réalisé par la coalition a été scénarisé par un groupe de sketch. Le secrétaire technique permanent sur son panel rassure que malgré les difficultés, le système éducatif avance avec la révision du plan sectoriel de l'éducation. Cette révision donc va prendre en compte les différents aspects de l'ODD 4, notamment la question de l'inclusion, la question de la qualité qui était déjà dans l'ancien ODD, la question du genre qui est une préoccupation majeure actuellement. Les partenaires techniques et financiers, ANCEFA, CBM, le ministère de l'Éducation, Plan international Togo et des actions ont salué les efforts du gouvernement tout en rassurant que des efforts restent à fournir pour accélérer l'atteinte de l'ODD 4. Cette année 2019, la célébration porte sur le thème du droit à l'éducation. Donc faire en sorte que l'éducation inclusive et équitable de qualité soit une réalité. Au Togo, on remarque qu'il y a une vraie volonté politique de faire de l'éducation inclusive la réalité. On a vu qu'il y a déjà un modèle d'éducation inclusive. On a les modèles qui marchent. Il faut maintenant mettre à l'échelle pour que tous les enfants handicapés du Togo puissent avoir accès à l'éducation. Il ne s'agit pas seulement de l'État, il y a aussi les communautés, les familles. Est-ce que les parents acceptent scolariser leurs enfants handicapés? Il faudrait qu'on les sensibilise de plus en plus. Une présentation du matériel d'éducation inclusive financé par BMZ Allemagne au profit des 32 écoles primaires de Gao a mis fin à cette célébration à Notien. Toutefois, la célébration de la SMA 2019 va se poursuivre dans les 6 régions éducatives du Togo.
Dans le souci d'informer les jeunes et leurs parents sur l'orientation scolaire et professionnelle, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous a organisé un atelier sur l'orientation, l'employabilité, le travail décent à l'endroit de ses membres. Reportage. Bien faire son travail. Elles sont des organisations de jeunes membres de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Venus de toutes les régions du Togo, les OSCE ont été outillés par les spécialistes en orientation scolaire et professionnelle. Un atelier que trouvent pertinent les participants. Il faut communiquer avec l'enfant pour savoir qu'est-ce que cet enfant-là veut faire de sa vie. Qu'est-ce qu'elle veut devenir. Lorsqu'on n'a pas ces capacités de l'orientation, il y a des spécialistes. Les participants ont pour mission de multiplier auprès des élèves et jeunes ces informations selon lesquelles l'orientation ne s'improvise pas et ne doit pas être imposée à l'enfant. Les élèves ne font pas l'effort d'aller à la recherche de l'information. Les élèves sont beaucoup plus attentistes. Ils pensent que leur réussite est un passeport pour tout. Ils doivent se rendre compte que chaque réussite est un point de départ et pour bien réussir, il faut avoir suffisamment les informations indispensables pour parcourir le chemin qui leur reste. En ce qui concerne les parents parfois manquent de contact avec leurs enfants. Également, ils manquent aussi de présenter ce qu'ils sont, ce qu'ils font comme travail à leurs enfants. Les enfants doivent connaître le métier du parent. Ils ne doivent pas choisir à la place de l'enfant. Ils doivent aider plutôt l'enfant à faire son choix. Quant aux enseignants, nous recommandons vivement l'objectivité dans leur évaluation. Cet atelier, selon la Coalition pour l'éducation pour tous, est une contribution à combler le déficit d'information sur les questions d'orientation scolaire et de l'employabilité. Le Togo s'apprête à reviser son plan sectoriel de l'éducation PSE. Une revue nationale du secteur de l'éducation s'est tenue au lycée scientifique en juillet dernier. Reportage. Un système éducatif plus performant, c'est ce à quoi le gouvernement togolais et ses partenaires internationaux et acteurs de l'éducation aspirent à cette rencontre de réflexion annuelle. Ici, ils vont poser les bases de l'éducation à travers les stratégies de développement en vue d'une éducation plus inclusive qui répond aux défis de l'heure. On a constaté que les plus pauvres, surtout dans les zones rurales, ont beaucoup de chances à ne pas atteindre les cycles supérieurs du système éducatif. On a remarqué également que les filles sont moins nombreuses à atteindre les niveaux supérieurs d'éducation. Pratiquement la moitié de nos enfants qui réussissent au CEPD n'ont pas les compétences nécessaires qu'on devrait avoir en classe de CM2. Un tiers de nos élèves qui obtient le BEPC n'a pas les compétences qu'on devrait avoir en classe de 3e. Et ça pose un problème de qualité. On a constaté qu'il y a un grand nombre d'enseignants qui n'ont pas les qualifications requises. Il s'agit surtout des enseignants volontaires qui représentent environ 42% du corps enseignant dans notre pays, ce qui nous pose d'énormes problèmes de qualité. Pendant 3 jours, les travaux de la revue sectorielle conjointe consultative 2019 vont porter sur les principaux résultats du diagnostic sectoriel lancé le 4 septembre 2018 pour mieux identifier les freins et appréhender les difficultés auxquelles sont confrontés le 10 secteurs. 2 rencontres de consultation sont prévues pour les apprenants et 3 jours de consultation régionale pour des acteurs et partenaires dans les jours à venir. Le système des Nations Unies et les universités publiques du Togo ont signé le 11 juin dernier une convention de partenariat. L'accord s'étend sur une période de 2019 à 2023 et vise entre autres à renforcer la gouvernance universitaire, à développer la culture de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Les Nations Unies entendent par cet accord accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND. Le ministère de la Communication, des Sports et de l'Éducation
l'éducation à la citoyenneté et au civisme a lancé en juillet dernier l'expérimentation des nouveaux programmes d'éducation physique et sportive. Les différents acteurs impliqués dans l'éducation physique et sportive ont donc été conviés à une séance d'information et de formation sur les contours de ces programmes et la mise en œuvre dans les écoles ciblées pour l'expérimentation. Le reportage. L'éducation physique et sportive ne sera plus que de simples disciplines athlétiques dans les établissements scolaires. Les programmes ont totalement été revus avec un accent particulier sur le sport inclusif et théorique. Déjà au préscolaire et au primaire, les enseignants de l'EPS auront à initier les jeunes apprenants aux activités sportives et à les maintenir dans cet élan jusqu'au lycée. Une refonte du système d'éducation sportive qui intègre plusieurs innovations. Dans l'ancien programme, on met plus l'accent sur les activités athlétiques. Maintenant, il y a le problème des enfants handicapés qui ne font pas sport, ils sont dispensés. Or, on dit que c'est tout le monde qui doit faire du sport pour son bien-être. Quelle activité on va proposer à ceux-là pour qu'ils puissent faire du sport à l'heure du sport? Donc, nous avons revu les cycles même par rapport au cycle traditionnel qu'il y a au Togo, pour que ce soit une logique fondamentale qui aille du préscolaire jusqu'en terminale. Et le contenu que nous avons proposé, c'est la deuxième innovation, nous amène à, ce n'est plus 2 heures d'EPS par semaine, mais 3. Donc à partir d'un certain niveau, il y aura un cours théorique et ensuite un cours pratique. 10 établissements ont été choisis pour expérimenter ces nouveaux programmes. Les élèves feront désormais du sport, non pas seulement pour gagner des points, mais aussi pour leur propre santé. La bonne santé aujourd'hui, c'est un concept clé dans les programmes pour l'enseignement d'éducation physique et sportive au Togo. L'État togolais veut aujourd'hui une éducation physique et sportive de santé. C'est pourquoi d'ailleurs on parle aujourd'hui de l'EPS inclusive, où les personnes handicapées, même les personnes âgées handicapées, sont également concernées par l'éducation physique et sportive au Togo. Autrement dit, après la maternelle, le primaire, le collège, le lycée, il faudrait qu'à l'université, l'EPS puisse continuer. La préparation des enseignants expérimentateurs et encadreurs pédagogiques est donc une étape importante dans la mise en œuvre de ces réformes. De nouveaux guides et manuels de français et de mathématiques ont été rédigés à l'intention des élèves du CEP2 et CE1. Ces nouveaux outils didactiques sont conçus de manière à rendre les programmes plus pertinents et permettent aux élèves de mieux assimiler les cours. Les jeunes instituteurs du Grand Cloto se sont appropriés en juillet dernier ces nouveaux manuels. Et dans Agenda Éducation, retenez que le Togo va valider son plan sectoriel révisé en décembre prochain. Des consultations régionales sont en cours pour avoir un document inclusif et de qualité. Et la rentrée scolaire 2019-2020, c'est pour le 16 septembre prochain. Autorités éducatives, enseignants, élèves et parents sont à pied d'œuvre pour une rentrée scolaire réussie. Alors, fidèles téléspectateurs, nous tenons à vous remercier pour nous avoir suivis dans ce numéro du mois d'août de débat éducation constitué de 3 rubriques dont les 2 dernières ont été animées par ma collègue Dodo Waré. Et comme je vous le disais, eh bien, il en sera ainsi à chaque numéro de débat éducation. Nous allons co-animer cette émission. Merci pour le travail que tu as battu pour réunir toutes ces informations. Merci. Et nous disons au revoir. Bye bye.